toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine, sur Mandarin TV. Et sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. La Chine élue au Conseil des droits de l'homme pour 3 années. La Chine envisage de baisser l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans. Première loi dévoilée sur la protection des données personnelles en Chine. Les tâches ménagères, souvent source de conflits, selon une enquête, les femmes chinoises y consacraient plus de temps que les hommes. Pinduoduo ou l'application de commerce qui fait du shopping un jeu. Boom des mariages, les Chinois sont nombreux à se dire oui. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons dans l'est de la Chine, à Shanghai, à la rencontre de jeunes surdoués du piano, un art devenu obsession nationale en Chine. Au terme d'une élection qui s'est tenue pendant la 75e Assemblée générale des Nations unies, la Chine a été élue mardi au Conseil des droits de l'homme pour la période 2021-2023. La Chine, Cuba et la Russie ont été élus au Conseil des droits de l'homme. L'Arabie saoudite n'a en revanche pas obtenu les voix suffisantes pour siéger dans l'organe basé à Genève. Au total, 16 pays étaient en lice pour les 15 sièges attribués mardi par l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La Bolivie, la France, le Gabon, le Malawi, le Mexique, le Népal, le Pakistan, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ukraine, la Grande-Bretagne et l'Ouzbékistan ont également obtenu un mandat de 3 ans au Conseil des droits de l'homme. Les défenseurs des droits humains avaient critiqué les candidatures de Moscou, Beijing, La Havane et Riyad en dénonçant leur manque en la matière. L'échec de l'Arabie saoudite est un rappel bienvenu qu'il doit y avoir plus de concurrence dans les élections aux Nations Unies, a commenté mardi Louis Charbonneau de l'ONG Human Rights Watch. Un communiqué de presse publié par la mission diplomatique chinoise aux Nations Unies indique que la Chine exprime sa profonde gratitude envers les États membres pour leur soutien et félicite chaleureusement les autres membres élus. La Chine a toujours attaché une grande importance à la promotion et à la protection des droits de l'homme, tout en suivant une voie aux caractéristiques chinoises. Elle a accompli de grandes réalisations en matière de développement des droits de l'homme, a souligné le communiqué. La Chine avait déjà été membre du Conseil des droits de l'homme à 4 reprises et profitera de cette nouvelle occasion pour continuer à défendre fermement le multilatéralisme et les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. Elle participera de manière approfondie aux travaux du Conseil des droits de l'homme, fera activement la promotion des échanges et de la coopération internationale en matière de droits de l'homme et s'opposera à la politisation des questions des droits de l'homme et aux pratiques de 2 poids 2 mesures afin de contribuer au développement sain des droits de l'homme dans le monde, ajoute le communiqué. Le Conseil des droits de l'homme, fondé en 2006, est l'Organisation des Nations Unies chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il s'agit d'un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est composé de 47 États membres. Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans et ne peuvent exercer que 2 mandats consécutifs avant de devoir céder leur siège. La Chine a été élue 5 fois au Conseil des droits de l'homme, soit en 2006, 2009, 2013, 2016 et 2020. Le Conseil des droits de l'homme compte au total 47 pays membres et un tiers des sièges sont renouvelés chaque année. Actuellement en Chine, les mineurs de moins de 14 ans ne portent aucune responsabilité pénale. Toutefois, certains cas médiatisés ont suscité de vifs débats autour de cette limite d'âge. C'est pourquoi les législateurs chinois délibèrent sur l'abaissement à 12 ans de l'âge minimum auquel un mineur peut être condamné dans des cas particuliers et dans des circonstances spécifiques. Les législateurs chinois délibèrent sur l'abaissement à 12 ans de l'âge minimum auquel un mineur peut être condamné dans des cas particuliers et dans des circonstances spécifiques. La proposition a été présentée dans un projet d'amendement au Code pénal soumis à la session en cours du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême de la Chine. Si un mineur qui a atteint l'âge de 12 ans, mais qui a moins de 14 ans, commet un homicide volontaire ou inflige une blessure qui entraîne la mort dans des circonstances flagrantes, il en portera la responsabilité pénale sur attestation et approbation du parquet populaire suprême, selon le projet d'amendement. Actuellement, les mineurs de moins de 14 ans ne portent aucune responsabilité pénale en Chine. Toutefois, certains cas hautement médiatisés concernant des crimes violents commis par des jeunes mineurs au cours des dernières années ont suscité un vif débat sur l'âge minimum de la responsabilité pénale. Les statistiques publiées par le plus haut parquet du pays ont soulevé des préoccupations au sujet des crimes commis par des mineurs. La Chine a connu un rebond de la délinquance juvénile ces dernières années, selon un livre blanc publié par le parquet populaire suprême.
De 2014 à 2017, le nombre d'arrestations de mineurs examinés par les parquets est passé de 56 276 à 42 413, augmentant par la suite de 5,87% et de 7,51% en 2018 et 2019 respectivement. Le nombre de poursuites contre des mineurs a augmenté de 5,12% en glissement annuel en 2019. 6 ressortissants chinois se sont retrouvés mercredi devant le tribunal judiciaire de Nancy. Ils comparaissaient pour avoir organisé 2 réseaux de prostitution entre la France et la Chine en 2018 et en 2019. Des filières de proxénétistes chinois se sont retrouvées au tribunal judiciaire de Nancy ce mercredi et jusqu'à vendredi. C'est le fruit d'une enquête pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. Des faits qui se sont déroulés sur 2018 et 2019 un peu partout en France. 6 personnes seront jugées notamment pour proxénétisme aggravé ou complicité. Les réseaux étaient très organisés, les dirigeants recrutaient les prostituées via des messageries cryptées en ligne, des femmes chinoises entraient en Europe grâce à des visas touristiques mais restaient ensuite sur le territoire. Les faits se déroulaient dans des appartements loués dans plusieurs villes de France, Nancy, Metz mais aussi Brive, Paris, Marseille ou encore Montpellier. Les têtes du réseau étaient, elles, chargées de gérer les rendez-vous, de répondre aux appels téléphoniques et aux SMS. Les prostituées étaient régulièrement déplacées d'une ville à une autre, ce qui rendait compliqué la tâche pour les enquêteurs de les suivre. En revanche, les lieux de prostitution restaient les mêmes et ce sont parfois des voisins gênés par les nuisances qui donnaient l'alerte. Dans les 2 cas, ces réseaux chinois de prostitution ont été démantelés après moins d'1 an d'activité sur le territoire. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. La Chine est le pays comptant le plus grand nombre d'internautes au monde. Le pays a dévoilé mardi un projet de loi très attendu sur la protection des données personnelles, une étape majeure devant permettre de répondre aux problèmes de longue date de fuite et de piratage des données. Ce projet de loi a été présenté mardi pour un premier examen lors de la session de l'Assemblée législative suprême qui se déroule actuellement. Il permettrait notamment de clarifier la définition des données privées sensibles, incluant la race, l'ethnicité, la religion, les données biométriques, les données médicales et financières. Il stipule également que les contrevenants à la loi peuvent encourir une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions de yuans, soit 6,3 millions d'euros, ou 5% du chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé l'année précédente. Les experts légaux indiquent que les lois existantes ne fournissent pas une protection adéquate pour les individus car elles n'imposent pas de sanctions significatives sur les entreprises qui utiliseraient de manière illégale les données des internautes. Les opérateurs d'infrastructures d'information clés et les entités gérant des quantités substantielles d'informations personnelles et devant fournir des informations personnelles à l'étranger devront par ailleurs faire l'objet d'une évaluation sécuritaire par les autorités chinoises. S'il est constaté que des organisations étrangères ou des individus nuisent aux droits des citoyens chinois, au respect de leurs données privées ou sont impliqués dans des activités qui nuisent à la sécurité nationale ou aux intérêts publics, ceux-ci seront placés sur une liste noire par l'administration du cyberespace de Chine. De façon similaire au règlement général sur la protection des données de l'Union européenne du 25 mai 2018, les experts ont suggéré que la loi chinoise sur la protection des informations personnelles impose aussi des sanctions spécifiques contre les organisations ou les individus étrangers s'ils font fuiter des données personnelles de citoyens chinois. Ils recommandent néanmoins d'appliquer cette loi avec prudence afin de ne pas nuire au développement des nouvelles technologies. Selon une enquête menée par l'OCDE en 2018 sur le temps consacré aux tâches ménagères dans 28 pays du monde, les femmes y consacreraient en moyenne 163 minutes par jour contre 73 pour les hommes. En 2019, l'Organisation internationale du travail a rapporté qu'environ 600 millions de femmes dans le monde effectuent des tâches ménagères à plein temps sans aucun revenu contre 41 millions d'hommes dans la même situation. La Chine ne fait pas exception dans cette situation dominée par une inégalité de la répartition des tâches ménagères au sein d'un foyer. L'enquête a été effectuée auprès de 141 foyers chinois. Alors que le taux d'emploi des femmes chinoises est le plus élevé au monde, le temps consacré aux travaux ménagers par les hommes chinois se classe dans les 4 derniers rangs mondiaux et les femmes consacrent en moyenne 81 minutes de plus que les hommes aux travaux ménagers. Toujours selon l'étude de l'OCDE, la Chine ainsi que la Corée du Sud, le Japon et l'Inde sont les 4 pays où les hommes passent le moins de temps aux tâches ménagères. Les hommes chinois consacreraient 48 minutes par jour aux courses et aux travaux ménagers contre 155 minutes pour les femmes chinoises.
Une situation initiatrice de conflits qui peut aller jusqu'à la séparation, comme le confirme le rapport sur les divorces en 2018 publié en mars 2019 par le tribunal civil du Zhejiang qui fait état de 50 000 séparations dans la province. Et la cause principale évoquée concerne les tâches ménagères. Cependant, une autre tendance se révèle notamment chez les 24-45 ans vivant dans les grandes et moyennes villes chinoises, où le travail domestique n'est pas vécu comme une contrainte, ou tout du moins comme un sujet forcément conflictuel. En effet, parmi les couples de cette tranche d'âge, dans 70% des cas, l'homme et la femme travaillent tous les deux. Dans 32% de ces foyers, l'homme et la femme participent tous les deux aux tâches ménagères et dans 6% des cas, tous les membres du foyer participent, à savoir le couple et éventuellement les parents et ou beaux-parents. L'enquête révèle notamment que chez les plus modestes, le travail domestique représente une charge réelle qui vient s'ajouter à un quotidien déjà épuisant. Pesant essentiellement sur les femmes, cette charge peut devenir source de conflits au quotidien. Chez la classe moyenne, le ménage et les courses sont des services qui peuvent être facilement externalisés, pas seulement parce qu'ils sont très abordables, mais aussi parce qu'entre le ménage et l'enfant, les parents sont nombreux à préférer consacrer plus de temps à leur progéniture qu'à nettoyer la maison. Par ailleurs, il n'est pas rare de voir en Chine 3 générations vivant sous le même toit, les parents du couple faisant souvent partie intégrante du foyer. En Chine, la notion de charge mentale doit également être considérée sous l'angle du statut socio-économique du couple. L'enquête révèle notamment que chez les plus modestes, le travail domestique représente une charge réelle qui vient s'ajouter à un quotidien déjà épuisant. Pesant essentiellement sur les femmes, cette charge peut devenir source de conflits au quotidien. La tranche d'âge 25-45 ans correspond précisément à ces générations d'enfants uniques élevés dans un environnement aux mœurs progressistes, où les codes sociaux traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes ont connu un bouleversement. Dans les zones urbaines, les familles qui n'avaient pas le droit de faire un deuxième enfant ont souvent éduqué leur fille comme un garçon, c'est-à-dire en lui donnant toutes les chances de réussite, la choyant, la protégeant des aléas de la vie, mais aussi en lui donnant les outils pour être indépendante. Ces filles, devenues à leur tour jeunes femmes puis mères, même si elles ont conscience de l'existence d'une différence basée sur le genre, n'ont pas forcément intégré les usages sexistes ou ont sciemment fait le choix de les outrepasser. L'enfant unique a également eu pour conséquence ce qu'on appelle aujourd'hui un syndrome de la princesse, néologisme qui décrit une génération de jeunes femmes individualistes et matérialistes. De plus en plus indépendantes financièrement, les femmes chinoises ont donc tendu à s'émanciper des carcans d'une vie familiale traditionnelle basée sur le modèle « l'homme travaille à l'extérieur et la femme à l'intérieur ». L'évolution de la place de la femme dans la société chinoise a une incidence directe sur les mœurs et les modes de vie. Les Chinoises sont de plus en plus carriéristes et le mariage a perdu de son charme auprès d'une jeunesse en quête d'un nouveau modèle de vie. La tendance est désormais au célibat choisi. Les jeunes femmes préfèrent être seules que mal accompagnées et il n'est pas question pour elles de constituer un couple qui ne leur convient pas. Ces femmes indépendantes recherchent davantage un compagnon de vie qui soit leur égal et non pas des hommes garçons pour qui elles seraient à la fois épouse et la mère et qu'elles doivent en plus éduquer sur les questions d'égalité des sexes. Les mentalités des jeunes femmes et hommes en Chine semblent progresser en tandem. Pression sociale oblige, manque de femmes plus pression du mariage, les hommes chinois n'ont certainement pas d'autre choix que d'accepter la marche inébranlable des femmes vers une émancipation totale. Depuis son lancement en 2015, la plateforme chinoise de commerce Pinduoduo connaît une croissance fulgurante. Avec plus de 630 millions de clients, la licorne chinoise a réussi à rivaliser avec les principaux acteurs du marché, à savoir Alibaba et JD.com, en ciblant les acheteurs des villes de rang inférieur et des zones rurales. Cette plateforme, disponible uniquement sur mobile, permet aux clients de faire des achats groupés pour payer moins cher et transforme l'acte d'achat en jeu. Colin Huang, 40 ans, est devenu cet été le deuxième homme le plus riche de Chine, avec une fortune estimée à 40 milliards d'euros. Il a été lauréat des Olympiades de maths, une compétition qui distingue les meilleurs matheux adolescents de Chine, titulaire d'une licence en informatique de l'université du Zhejiang et d'un master en informatique à l'université du Wisconsin-Madison. Ce data scientist de formation a travaillé chez Google avant de revenir en Chine pour créer en 2007 un premier site d'e-commerce UQ revendu 3 ans plus tard. Il a ensuite fondé Leqi, site de marketing online, et enfin le studio de développement de jeux pour mobile Xinyuti. En 2015, il crée Pinduoduo. L'idée, combiner les expériences d'achat en ligne et de gaming. Pinduoduo propose ainsi en permanence des offres promotionnelles. Pinduoduo est déjà considéré comme le succès le plus fulgurant de l'histoire de l'e-commerce devant Amazon ou Alibaba.
Cette plateforme disponible uniquement sur mobile et exclusivement en chinois transforme l'acte d'achat en jeu. Pinduoduo propose en effet des produits à prix cassé, mais pour en bénéficier, il faut convaincre d'autres acheteurs et passer commande ensemble. Surnommé par les analystes de Wall Street le Groupon sous stéroïdes, Pinduoduo s'affirme déjà avec 630 millions d'acheteurs actifs comme la deuxième plateforme chinoise d'e-commerce devant JD.com et derrière Alibaba. Il s'agit d'une application très ludique, l'utilisateur voit le prix descendre au fur et à mesure que se constitue un groupe. Alors qu'Alibaba, JD.com ou Taobao, l'eBay chinois, ciblent surtout les populations des grandes villes, Pinduoduo vise les villes moyennes où la population a moins de frais de logement et d'éducation et donc plus d'argent pour le shopping. D'après David Tsai et Tian Ta, analystes chez Bernstein à Hong Kong, Pinduoduo propose des produits vendus directement de l'usine aux consommateurs, d'où un nombre réduit de marques, très peu de stocks en privilégiant la taille unique et un choix de couleurs limité, et des frais de structure réduits au minimum avec quasiment pas de bureau ou d'entrepôt. Les analystes de Bernstein ont calculé que sur 24 produits clés, Pinduoduo était dans 80% des cas moins cher qu'Alibaba, y compris sur les marques. Près de 80% des clients deviennent des fidèles au bout de 7 jours, le taux de rétention le plus élevé de l'histoire de l'e-commerce. Pinduoduo est coté au Nasdaq depuis 2018. Début juillet, Colin Huang a décidé à la surprise générale de laisser sa place de patron opérationnel à son bras droit Lei Chen. Il a aussi cédé le quart de ses actions d'une valeur de 10 milliards d'euros à des fondations et promu des jeunes trentenaires au sommet de la société. Il reste président avec la mission d'imaginer l'avenir de sa société qui a tout juste 5 ans vaut déjà plus que Sony ou Uber. En Chine, de nombreux couples se pressent pour se dire oui lors de la première saison des mariages depuis le début de la pandémie de coronavirus. Pendant l'après-confinement, la tendance était au divorce, mais maintenant, depuis que la pandémie a été endiguée, le nombre de mariages explose en Chine. Voici venu le temps de l'amour et de l'aventure. L'année avait pourtant mal commencé en Chine pour les amoureux, mais cette période est révolue. Après une augmentation du nombre de demandes de divorce post-confinement, le pays fait face à un véritable boom des mariages. En effet, après des mois de célébrations nuptiales retardées à cause de la pandémie de Covid-19, les couples se précipitent pour se marier à l'occasion de la première saison des mariages, aussi appelée Semaine dorée, qui a traditionnellement lieu pendant la fête nationale chinoise. Les hôtels, salles de banquet et autres lieux de mariage sont pris d'assaut par les couples. Après des mois d'attente, les amoureux peuvent enfin se dire oui. Et ils sont nombreux à le faire. Selon le quotidien anglais The Guardian, ce n'est pas moins de 637 millions de personnes qui se sont déplacées à travers le pays pour un voyage de vengeance, comme le nomment les médias. À Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois fin 2019, 99 couples, dont beaucoup étaient des soignants en première ligne pendant la crise sanitaire, se sont mariés lors d'une grande cérémonie en plein air. L'armée de l'air naval du théâtre oriental, basée à Ningbo au nord-est de la Chine, a également organisé un mariage groupé de 15 couples. Par ailleurs, la plateforme chinoise de services de mariage, Runlichi, a déclaré avoir enregistré plus de 600 000 mariages au cours des 8 jours fériés qui se sont terminés mercredi, soit une augmentation de 11% par rapport à ce que le site avait enregistré à la même période l'année dernière. En Chine, au pays des 40 millions de pianistes, c'est là, non plus en Occident, que se joue l'avenir de la musique classique. L'empire du milieu est devenu une énorme machine à produire des virtuoses, discipline de fer, éducation quasi militaire, conservatoire plein à craquer. Les étoiles montantes du clavier sont toutes en Chine. Un reportage signé L'Effet Papillon pour Canal+. Shanghai, la mégalopole où tous les Chinois rêvent de réussir. Comme chaque samedi matin, ce quartier très chic de la capitale économique du pays se réveille au son du piano. Le récital émane de cette résidence un peu kitsch. Au clavier, Kelly et son amie Fu Ying, 2 fillettes de 9 ans, prennent un cours particulier chez le professeur Zhu. Vous répétez ce morceau depuis combien de temps? 1 semaine. Moi, 1 semaine et demie. C'est tellement simple. On a mis une après-midi pour l'apprendre par cœur. Zhu Keng est l'un des maîtres du piano de l'Empire céleste. Non, sois plus précise au niveau du rythme et des notes. Comme ça.
On voit de plus en plus d'élèves ultra doués comme elle. C'est de plus en plus commun. J'ai une dizaine d'élèves virtuoses. En à peine 20 ans, la Chine a entrepris de rattraper l'Occident. Et pas seulement pour fabriquer des t-shirts. Aujourd'hui, même l'instrument le plus bourgeois n'a pas échappé à la délocalisation. Avant, un citoyen lambda n'avait aucune chance de toucher à un clavier. C'était un luxe de jouer du piano. Mais aujourd'hui, je pense que le centre mondial du piano est en Chine. On a dépassé l'Europe et les États-Unis depuis longtemps. Plus de 93% des nouveaux pianos produits dans le monde sont vendus en Chine chaque année. La Chine compterait aujourd'hui quelques 40 millions d'apprentis pianistes. Autant que le nombre de titulaires du permis de conduire en France, on fait ce qu'on peut. Avec des stars internationales flamboyantes comme Yu Jia Wang ou Lang Lang. Bien sûr, pour produire des petits Mozart en série, la Chine a mis en place toute une chaîne de fabrication extrêmement performante. Allez les enfants. Dans l'Empire du Milieu, la musique s'inculque dès 3 ans dans des crèches musicales. C'est la nouvelle lubie des parents chinois. Au programme, des matières aussi ludiques que le violon, la cithare traditionnelle et bien sûr le piano, l'instrument roi. Avant même de savoir lire, les enfants sont capables de déchiffrer une partition à 2 mains. C'est très important d'apprendre le piano le plus tôt possible. Chaque enfant a du potentiel et il faut le découvrir au plus vite. S'il réagit au rythme, s'il bouge son corps et s'agite en fonction de la mélodie, ça veut dire que l'enfant a une aptitude pour la musique. Et pour cultiver le talent, rien de tel que la discipline. Il faut rester sage et jouer du piano. Il faut travailler tous les jours, hein. Notre mission, c'est de bien s'entraîner, n'est-ce pas? Tremblay, concertiste du monde entier, des millions de bambins surentraînés vont bientôt vous piquer votre job. D'autant que l'instrument n'est plus l'apanage des privilégiés. Aujourd'hui en Chine, le piano fait aussi rêver les classes moyennes. Depuis 5 ans, Kelly la virtuose et sa famille ont réglé leur vie comme une partition de musique. Allez, aide-moi, prends tes baguettes. De retour chez elle après son cours de piano, Kelly doit vite avaler son goûter. Pas le temps de batifoler, c'est bientôt l'heure de reprendre une activité sérieuse. Allez, dépêche-toi. Comme ça, tu auras plus de temps pour répéter. Le piano a pris toute la place, même dans le salon. Doucement, doucement. 4 à 6 heures d'entraînement intensif par jour, une vie monacale pour une gamine de cet âge. Je pense que si les autres enfants comprenaient la musique comme moi je la comprends, ils m'envieraient tous. Je suis heureuse de passer tout mon temps libre au clavier. Le piano, c'est mon ami de toujours. Kelly a découvert le piano dans son village d'origine à 400 km de Shanghai. Elle avait tout juste 4 ans. Sa mère décidera finalement de migrer vers la grande ville pour offrir à sa fille des cours à la hauteur. Mais il a fallu payer les leçons à 200 € de l'heure et acheter un instrument hors de prix. Personne dans la famille ne s'y connaît en musique. Nous, à l'origine, nous sommes des fermiers. Nous n'avons pas grand-chose pour la pousser dans ses études musicales. Bien sûr, venir ici pour ces cours, ça coûte de l'argent, mais surtout, ça prend beaucoup de temps. Avant qu'elle n'intègre le conservatoire, on faisait des allers-retours tous les jours entre notre village et Shanghai. 4 heures de train à chaque trajet. On partait très tôt à l'aube, quand il faisait encore noir, et on rentrait à la maison au milieu de la nuit. Pour la mère de Kelly, ces sacrifices sont avant tout un investissement. C'est vrai que la petite a du potentiel. Pour s'approprier un chef-d'œuvre, pas besoin du livret, juste d'un peu de concentration. J'aime ce morceau. Je prends le temps de l'écouter.
Le rythme s'immisce en moi naturellement. L'histoire que me raconte cette musique flotte devant mes yeux. C'est une soirée tranquille. Le compositeur est assis avec contentement. Il mène une vie heureuse. Mais ce soir, il est un peu fatigué. Il veut jouer de la musique. Ses amis lui manquent. Alors il écrit toute la soirée sur ce sentiment que lui inspire cette nuit paisible et douce. Kelly fournit tous les efforts nécessaires à son ambition, et même au-delà. Il y a 50 ans, une petite fille comme elle n'aurait jamais pu rêver d'une carrière dans la musique classique en Chine. En 1966, Mao Tse-tung lançait la révolution culturelle. Une épuration radicale pour faire table rase du passé. Le piano est dénoncé comme un symbole bourgeois, un outil impérialiste de l'Occident. Jusqu'aux années 80, le conservatoire de Shanghai était synonyme de décadence et d'imprégnation coloniale. Zhu Keng, directeur de la célèbre académie de piano, se rappelle de cette époque où les amateurs de musique classique étaient considérés comme les ennemis du peuple. Quand je suis arrivé au conservatoire en 1983, les grands maîtres n'étaient plus là. Beaucoup de pianos avaient été détruits et la plupart des partitions brûlées. C'était un désastre. Pendant la révolution culturelle, beaucoup de personnes sont mortes. Les 10 professeurs les plus reconnus du conservatoire ont été exécutés. La musique, Zhu Keng l'a découverte grâce à son grand-père, un prêtre chrétien à qui les Anglais avaient offert un piano. Au moment de la révolution culturelle, l'instrument est confisqué. Le jeune garçon développe alors sa passion par le seul pouvoir de l'oreille et de la mémoire. À l'époque, il fallait écouter la musique en cachette. On éteignait toutes les lumières. Mon père nous a interdit de chantonner les morceaux en public à l'école. Ça pouvait mener à des arrestations. Une fois, j'ai manqué à la règle et mon frère m'a entendu. Il l'a rapporté à mon père. J'ai été puni et je n'ai pas eu le droit d'écouter de la musique pendant très longtemps. La musique classique a quelque chose de magique. C'était le pôle spirituel de notre famille. Ça nous a aidés à traverser ces temps difficiles, à voir le bon côté de la vie et la beauté du monde qui nous entoure. L'enfant pianiste clandestin est aujourd'hui devenu le doyen de l'académie la plus prestigieuse et la plus compétitive du pays. Le maître participe aussi à des événements hors normes, comme ce concert de rue dans l'un des nouveaux quartiers de Shanghai. Le piano doit être installé ici. Alors regardez-moi bien. Ça s'ouvre comme ça. Compris ? Comme d'habitude, les Chinois ne font pas les choses à moitié. 260 pianos en plein air pour fêter les 260 ans de la naissance de Mozart. Venez. Où est le piano à queue? Tiens, toi, assieds-toi là. Si tu n'arrives même pas à mettre ta veste tout seul, comment vas-tu faire pour bien jouer? Les médias sont venus du monde entier pour assister à ce concert digne du livre Guinness des records. Mais ce matin, la pluie menace de gâcher la fête. Il y a tellement de pianos, et comme c'est en plein air, tout repose sur la météo. C'est difficile de tout coordonner. Ça nous a demandé énormément de travail pour inviter ces musiciens. Ici, vous avez réuni quelques-uns des plus grands pianistes chinois de notre époque. On ne pourra pas reproduire ce genre d'événement. C'est unique. Kelly, une habituée des concerts, n'a pas vraiment le trac. Seulement aujourd'hui, les conditions ne sont pas idéales. J'ai un peu froid, il fait frais et je n'ai pas beaucoup d'habits sur moi. Remets bien ta robe. Maman, je t'avais dit que ce serait génial. Tu ne me croyais même pas. Parmi les vedettes du concert, la célèbre Madame Tang. Une touche de glamour très made in China dans l'univers de la musique classique. C'est l'apothéose du piano en Chine. Cet événement est là pour le prouver. Tout le monde en place, ça va commencer. Retransmis en direct sur la télé publique, 260 pianos entonnent le même air à l'unisson.
Ici, on en est persuadé. Le futur Mozart ne viendra pas de Salzbourg, mais des faubourgs de Shanghai. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci encore pour votre fidélité. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.